Alors, je profite des 2 minutes qui me sont laissées, puisque je vois que les gens continuent d'entrer dans la session, pour vous dire, chers collègues francophones, à quel point, et le redire pour ceux qui ont entendu mes premiers mots, à quel point le travail que nous avons fait pour redéfinir les musées, pour aboutir à une définition qui soit aussi représentative que possible. Ça a été un travail sur le plan méthodologique qui a été intense, qui a été, je le redis, très rigoureux, très parfois avec beaucoup de travail, avec des débats entre nous. Tout le monde n'a pas tout le temps été d'accord sur tout, mais nous nous sommes efforcés de solliciter par des questionnaires, par 4 questionnaires successifs, tous les membres, via les présidents des comités, tous les membres de l'ICOM, un nombre très significatif de comités ont à chaque fois joué le jeu et diffusé les questionnaires et obtenu des réponses. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que la définition qui est présentée, il n'y en a plus qu'une, on va vous le dire tout à l'heure, est une définition qui a été soumise à beaucoup d'avis de tous les membres. Et ça, c'est, je crois quand même, un élément qui est exemplaire au sein de l'ICOM et qui peut-être indique les voies à suivre pour d'autres sujets, pour l'avenir dans l'ICOM, quand on est sur des sujets qui visent, des sujets qui sont difficiles, des sujets qui nécessitent qu'on s'accorde, que tout le monde soit consulté. Eh bien, on a fait cette expérience de consultation fréquente, massive, nombreuse, et on a peut-être initié, inventé, j'en sais rien, une sorte de méthodologie, grâce aussi à Internet, grâce à beaucoup de choses, qui, je l'espère, pourra être utile dans d'autres domaines pour l'avenir. Et de cela, il faut remercier Laraine et Bruno pour leur travail et pour leur ténacité. Voilà, je tiens à les remercier une fois de plus. Je crois maintenant, Bruno et Laraine, qu'on peut commencer notre réunion. On est 50, un peu plus de 50. Je crois que l'objectif est pratiquement déjà atteint. Bien sûr. Allons-y. Merci, Juliette. I'm going to speak in English. I'm so sorry, but I just want to thank you so much for your kind words and for your recognition of the work. Everything is going to be in French from here on out. Thank you, Juliette. Thank you, Bruno. Allons-y. Thank you, Laurent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier à Juliette et tout le board les bureaux de ICOM France qui a organisé cette séance. C'est la 3e, je pense. C'est la 3e journée, séance qu'on fait sur ces sujets avec l'ICOM France. Et le support de ces comités nationaux a été très, très important, surtout pour les membres francophones. Pendant tout ce processus, c'est très riche et intense, comme disait Juliette, processus qui a été se déroulé grâce à tous les efforts, pas simplement de moi-même et Laurent comme co-président de ces comités, mais aussi de tous les membres du comité qui sont membres très diversifiés et qui ont travaillé beaucoup pour cette définition. Alors, je vais essayer de parler tout le temps en français. Mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer. Je suis désolée pour ça. Cette présentation, c'est vraiment une présentation qui, on essaie de montrer tous les processus à partir du moment qu'on a commencé à collecter et à organiser des consultations et vraiment à organiser cette méthodologie de laquelle Juliette parlait avant, pour achever à une définition du musée qui était représentative de tous les membres et de tous les comités de l'ICOM. Donc, les résultats que je vais présenter à partir de cette présentation qui Laurent et moi
on construit ensemble, reflète tous les travaux et l'implication sans faille de 20 membres du comité. Comme je disais, on a un comité qui a été très actif avec 20 membres qui ont été choisis pour ce comité pendant entre février et septembre des 2020. Ils ont été choisis en raison de la diversité de leur origine professionnelle dans le monde, mais aussi de la diversité de leur expertise dans le monde muséal. Surtout, ces résultats, ils sont la preuve aussi de l'engagement des 126 comités, alliances régionales et organisations affiliées de l'ICOM et de leurs membres qui se sont investis tout au long de ces processus participatifs. Ça a été vraiment, comme vous savez, un processus participatif et tous les gens qui ont été intéressés à participer ont eu l'opportunité de le faire. Donc, sans leur soutien et leurs efforts, cette tâche n'aurait pas été possible. Alors, on va aborder ici pourquoi cette nouvelle proposition. On a dans ce moment seulement une proposition et ce travail a commencé à partir de la définition qu'on a déjà, la définition de 2007, approuvée par l'ICOM en 2007 et qui est encore en vigueur et qui on connaît très bien, c'est qu'elle est là et on a parti de ça, mais on n'a pas consciemment parti de cette définition. Ce que je pense qu'il s'est passé, c'est que les membres, les comités, quand ils ont répondu à nos consultations, la définition actuelle, elle a vraiment été présente d'une manière. Donc, ce qu'on a comme une nouvelle proposition, c'est vraiment une actualisation, comme vous pouvez voir. La proposition qu'on a présentée déjà à l'ICOM et qui sera votée dans les 24 août de 2022 est le résultat de ces processus sur lesquels on va parler pendant cette présentation. Et la définition proposée dit qu'un musée est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances. Alors, bien sûr que c'est une définition qui a été proposée initialement en anglais, mais elle a été traduite au français par un groupe francophone qui a travaillé beaucoup sur ce sujet. Juliette était partie de ce groupe et elle peut peut-être après parler un petit peu sur ces processus de traduction. Et ici, vous pouvez voir les deux définitions, la définition actuelle et la nouvelle proposition, avec les mots en jaune qui reflètent les changements qui ont été proposés à partir de les données que nous avons collectées pendant les consultations. Ici, on a par exemple le terme collecte qui a remplacé le terme acquiert dans la définition de 2007, mais aussi on peut dire que le terme recherche et interprétation qui sont ici pour remplacer l'idée d'étudier comme fonction du musée ou action du musée. On a beaucoup de termes nouveaux en relation par rapport aux valeurs sociales des musées, par exemple accessible, inclusif, diversité et durabilité, mais aussi éthique et professionnel, qui sont des termes qui ont été ajoutés dans cette nouvelle définition. Et la participation de la communauté, je pense qu'on a eu un problème technique avec Laurent, mais je peux partager aussi, laissez-moi voir. Ah, il est là. Je suis désolée. Where were you, Bruno? Pas de problème. Dans le deux définitions, oui, c'est là, c'est ça. Thank you, Laurent. Alors, et comme je disais, la participation de diverses communautés, qui a été aussi un concept très fort dans les consultations, l'idée des communautés, l'idée des sociétés qui est apparue beaucoup dans nos données, mais aussi
les idées de réflexion et partage des connaissances. Et je vais ajouter aussi, il n'est pas marqué ici, mais on a eu des discussions sur la traduction des termes. Par exemple, enjoyment en anglais était traduit dans la définition de 2007 par délectation. Ça a été beaucoup discuté pour les groupes francophones et la traduction actuelle qu'on propose, c'est divertissement. Donc, vous pouvez voir comment il y a des choses qui ont vraiment changé. Pardon, je pense qu'on a quelqu'un qui... Okay. Les prochains diapositives, Laurent, the next slide, please. Alors, comment sommes-nous parvenus à la proposition finale de définition du musée? On va commenter ici, je vais essayer de parler sur les détails des processus. Je sais qu'il y a des points que vous déjà connaissez, les points sur la méthodologie, donc je ne vais pas rentrer en beaucoup de détails, mais je vais montrer un petit peu comment nous avons achevé à cette proposition. La méthodologie, on a eu une méthodologie basée sur un processus de consultation globale aux 178 comités de l'ICOM. Cette méthodologie a été construite ensemble par les membres d'un sous-groupe de l'ICOM DEFIN et elle comprit 18 mois et 4 grandes étapes de consultation, comme vous pouvez voir ici. Alors, afin de répondre à ces besoins d'un processus de consultation à la fois démocratique et ouvert des différents comités, et ici j'inclus les comités nationaux et internationaux, mais aussi les alliances régionales et les organisations affiliées, on a construit un sous-comité qui a été formé au sein de l'ICOM DEFIN en 2020. Son objectif était de proposer une nouvelle méthodologie pour le travail à venir. C'est cette méthodologie que vous pouvez voir dans l'écran. Cette méthodologie, comme je disais, a 4 étapes de consultation. La consultation 1 dans l'étape 2, la consultation 2 dans l'étape 3, la consultation 3 à l'étape 6 et la consultation 4 qui a été la dernière consultation sur les propositions de définition des musées à l'étape 10. Je vais parler à partir d'ici sur les consultations 2, 3 et 4 en détail. Alors, pendant tous ces processus, les comités ont été informés de l'intégralité du processus avec les délais sur chaque étape, des dates ainsi que leurs rôles spécifiques. La méthodologie, on peut dire aujourd'hui qu'elle a été appliquée dans son intégralité avec seulement quelques adaptations mineures apportées en cours de route. De même, le calendrier a été respecté avec des courtes prolongations après les consultations 2 et 3 sur demande des comités. Alors, vous pouvez voir un bref résumé des résultats obtenus à chaque étape du processus. Sur la consultation 2, la consultation, pendant la deuxième consultation, dont la date des fins a été repoussée au 20 avril 2021, les comités ont été invités à soumettre un maximum de 20 mots-clés au concept, par exemple des idées, termes, expressions, etc., et leur description de ce que devrait contenir la nouvelle définition du musée. Les prochains, Laurent. Next slide, please. Ici, sur les résultats, au total, nous avons reçu 97 réponses des 26 des 32 comités internationaux, 62 des 119 comités nationaux et 5 des 7 alliances régionales. Seulement 4 des 21 organisations affiliées ont répondu. Donc, on a eu un total de 54% des participations dans cette étape, considérée dans ce moment comme très élevée au sein de l'organisation. Environ, je vais parler en plus de détails sur les taux de participation, mais environ, on a eu toujours plus que 50%, et ça est vraiment important pour nous parce que dans l'histoire récente de l'ICOM, l'ICOM a eu seulement un taux de participation d'environ 30% pour tous les processus de consultation sur lesquels on a notice jusqu'à ce moment-là. Donc,
l'analyse des données, à partir de toutes ces réponses, l'analyse des données de la deuxième consultation a été réalisée par une équipe de 3 analystes externes à l'Icondefine sous la supervision des sous-comités chargés de l'analyse des données. Bien sûr que là, Laurent et moi, nous avons supervisionné tous les travaux de ces sous-comités aussi. Mais ça a été très important pour nous d'avoir le support des analystes externes qui ont travaillé en anglais, en français et en espagnol. Et ils ont, dans ces moments-là, des consultations 2, surtout entre la consultation 2 et la consultation 3, ils ont travaillé avec toutes ces données, un total de 1659 mots et concepts qui ont été reçus et avec une moyenne de 17 termes par comité. Entre ces termes, 1231 d'entre eux contenaient des descriptions. Donc, vous pouvez imaginer les gros travaux d'analyse des données dans ces processus. Après révision, les analystes ont divisé les concepts composés en termes individuels. Par exemple, espace inclusif devenait 2 termes, espace et inclusif, pour compter différemment dans l'analyse des données. Donc, on a achevé un total de 2085 termes à partir de ces processus qui ont été analysés pour construire la consultation 3. On peut avancer, Laurent. Alors ici, vous pouvez voir les résultats des termes cités par au moins 30% des comités. Ce sont les termes les plus proposés dans cette consultation. Vous pouvez voir spécifiquement que les termes en bleu sont les termes déjà utilisés dans la définition de 2007. Et les termes en vert sont les termes sont les nouveaux termes qui sont présentés dans cette consultation, par exemple, inclusif, collection, communauté, société, durabilité, accessibilité, diversité et savoir aux connaissances. Donc, on a en général un résultat très équilibré entre la définition actuelle et des possibles actualisations. À partir de cette analyse des termes, un total de 127 termes distincts a ensuite été identifié par les analystes qui sont partis des descriptions explicatives fournies par les comités. Donc, à partir de la description, ils ont organisé ces termes et ils ont alors classé les résultats en 7 catégories, ces catégories qu'on a appelées comme dimensions pour y structurer une possible nouvelle définition. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, la dimension entité, ça veut dire, c'est quoi les musées? Une institution, un espace, ou par exemple, un hub, comme il a été aussi proposé par des comités asiatiques. De quel type ou comment cette institution peut être classée? Par exemple, sans but lucratif, ça, c'est un qualificateur de l'entité. Une autre question, qui agit ou comment fonctionnent les musées? L'action-fonction, c'est une autre dimension. Mais aussi, une dimension importante qui a apparu à partir de ces données, c'est la dimension des valeurs. Par exemple, les valeurs sociales qui composent ce que le musée attribue valeur actuellement. Alors, dans ce sens, ils ont présenté ces catégories selon leurs objectifs et l'analyse indépendante des termes. Il s'agit en fait des catégories qui sont ressorties pendant l'analyse, comme expliqué dans les rapports. Donc, ce sont des catégories qui ont été proposées par les analystes à partir surtout des descriptions qui ont expliqué les termes qu'on a reçus pendant la consultation 2. Et ces dimensions ont structuré la consultation 3 comme on va voir dans les prochains diapositives. Laurent, oui. La troisième consultation était donc l'occasion pour les comités d'évaluer les mots et les concepts clés qui étaient ressortis de la deuxième consultation. Dans cette enquête, ils devaient sélectionner et classer leurs termes préférés pour chaque catégorie.
Il pouvait également indiquer si certains termes posaient des problèmes d'ordre juridique, par exemple administratif ou même politique. Enfin, il avait la possibilité de suggérer des termes dans chaque catégorie si ceci leur semblait essentiel, mais n'était pas inclus dans la liste. Donc, il était encore possible de suggérer de nouveaux termes qui seront considérés, bien sûr, s'ils ont été fréquents entre tous les comités. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, comme résultat, vous pouvez voir que par chaque dimension, par chaque catégorie, dans les catégories que j'ai démontrées avant, on a eu une liste avec les termes et les termes les plus cités ont été considérés pour la consultation 4. Dans les prochains diapositives, on peut voir les différentes dimensions. The next slide, please. Les différentes dimensions et les différents termes qui ont été proposés pour les comités comme les plus importants dans chaque catégorie. Et aussi, comme vous pouvez voir, il y a des termes répétés, il y a des termes qui ont été présents dans différentes catégories et bien sûr, on a considéré les cibles les plus hauts, les pourcentages les plus hauts que les termes ont reçus dans une catégorie spécifique, comme par exemple le terme je ne peux pas lire parce que c'est un slide très, très petit, mais par exemple, inclusif est en valeur sociale, mais est aussi un qualificatif d'identité. Donc, on a utilisé comme valeur sociale parce qu'il avait 78% indiqué pour les membres. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, les pourcentages en consultation 2 ont été un peu changés par rapport au pourcentage en consultation 3. Par exemple, le terme comme diversité, qui avait 41%, on apparu comme valeur dans la consultation 3 avec 52%. Connaissance, par exemple, qui était 31%, a apparu comme objet du musée avec 58% et comme expérience avec 52%. Participation, par exemple, comme une relation des musées a apparu avec 51% dans la consultation 3 et cette même mot dans la consultation 2 avait seulement 27%. Donc, c'est pour cette raison que c'est intéressant de voir comment, à partir de l'analyse de ces termes dans les différentes dimensions, les comités et les membres ont changé leur opinion, ont décidé de valoriser un terme plus que les autres. Les prochains, oui, alors, ça c'est très important parce que c'est tout à fait les moments plus récents qu'on n'a pas expliqués dans les dernières présentations. C'est la consultation 4, vraiment la préparation des données, l'interprétation des données de la consultation 3 pour organiser et structurer la consultation 4. Après avoir reçu les rapports sur la troisième consultation, l'ICON-DEFIN s'est divisé en 5 groupes de 4 membres des milieux d'origine géographique et des expériences professionnelles variées. Donc, chacun comprenait un francophone natif, mais aussi des anglophones et des hispanophones qui ont été également mis dans les équipes séparées. Ces groupes se sont chargés de rédiger les propositions de définition en se basant sur les données reçues. Tous les membres se sont ensuite attelés à les peaufiner ensemble en tenant compte surtout des avis reçus, les données, dans les consultations précédentes, des aspects juridiques, des spécificités culturelles et des questions de traduction. Pour ces moments-là, on a considéré vraiment les avis de notre membre. On a eu une membre de l'IAC, c'est le groupe de travail sur des questions juridiques de l'ICOM, qui nous a bien sûr donné des informations très, très importantes par rapport à comment utiliser des termes spécifiques dans un sens qui c'est possible de faire de cette définition une définition utilisable par les membres et par les professionnels des musées.
La même chose pour les traductions. Les traductions ont été considérées très attentivement par des sous-groupes. On a eu un sous-groupe en anglais pour la révision de l'anglais, un sous-groupe en français avec les membres francophones et un sous-groupe aussi en espagnol. Tous ces processus a inclus en priorité les principaux termes sélectionnés par les comités à la 3e consultation, ce qui explique bien sûr les similitudes entre les 5 propositions. On peut avancer, Laurent. I want to just mention that we had the proofreaders. Oui, c'est exactement ça. Après les traductions, on a eu aussi, grâce à les supports de l'ICOM, des exécutifs de l'ICOM, on a eu les supports des 3 linguistes professionnels pour évaluer, pour réviser les 5 propositions. Ça a été très important aussi. Merci, Laurent. Ici, pour voir comment cette consultation nous a présenté des réponses, on a présenté les 5 propositions au comité et les comités ont évalué, ont mis en ordre, ont créé une hiérarchie en établissant quelle était la proposition la plus préférée et quelle était la proposition la moins préférée. Ici, par exemple, vous pouvez voir la moyenne entre les 5 propositions, 1 étant les plus préférées, donc les propositions 2 et 3 étaient la plus proche des 1. Donc, ça a été très clair pour nous que ce sont été 2 définitions, parce qu'on a considéré de travailler avec 3 définitions si on avait, par exemple, 3 définitions très proches, mais ça n'a pas été le cas. On a travaillé avec 2 définitions, la proposition 2 et la proposition 3. On peut voir aussi dans l'autre, les prochains, les propositions, les fois où chaque proposition a été sélectionnée avec 1 ou 2. Ça veut dire que, par exemple, même si une proposition n'a été pas beaucoup choisie comme la première, si elle a été beaucoup choisie comme la deuxième, ça est aussi important pour achever cette moyenne que je vais vous montrer. Donc, ici aussi, c'est très clair que les propositions 2 et 3 ont été les plus préférées par les membres et les comités. Les prochains. Et alors, c'est pour cette raison qu'après la consultation 4, nous avons travaillé avec les 2 propositions. On a fait une révision de ces propositions. On a considéré tous les commentaires aussi que les comités nous avons envoyés. Par exemple, il avait une préférence surtout pour des mots spécifiques comme interpréter ou interprétation, et on a inclus ce mot qui était seulement dans la proposition A. On a mis ce mot dans la proposition B. Et aussi, il y a un autre mot, réflexion, qui était seulement, je pense, dans la proposition B, mais pas dans la proposition A. Donc, on a fait des très petits échanges et révisions, mais aussi des révisions linguistiques, surtout la proposition B, elle avait des problèmes linguistiques, donc on a eu un professionnel en anglais pour la réviser et après des professionnels en français et en espagnol. Donc, tout ça a été beaucoup révisé. Et finalement, nous avons présenté ces 2 propositions à un vote du Conseil consultatif en mai pour choisir quelle était la définition apportée à Prague. Et les membres du Conseil consultatif ont voté. Les votes ont été très proches, mais la proposition B a été choisie. On avance. Ici, un petit peu sur les taux de réponse globale. Entre la 2e et la 3e consultation, nous avons un total de 65% des participations des comités. Mais si on ne considère pas, par exemple, les associations, les organisations affiliées de l'ICOM, on a un taux de 73%. Presque 74, c'est très, très haut pour nous si on compare à d'autres processus de consultation. Et ça veut dire qu'on a été beaucoup d'intérêt des comités pour ces processus. Dans une distribution géographique par comités nationaux, on a bien sûr
la plus grande participation d'Europe et d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, des Amériques en général, mais aussi une participation considérable des autres régions comme l'Afrique, les États arabes et l'Asie et le Pacifique. Finalement, la participation à la consultation 4, on a eu 85 réponses sur un total de 178 comités, ça veut dire 48%, et la participation au vote dans les conseils consultatifs, 59, presque 60% des comités ont répondu, ont voté dans cette réunion du conseil consultatif. Et finalement, les taux de participation totale, la participation, ça veut dire la participation au moins dans un des 4 consultations, on a eu au total 70,7% de participation totale, ça veut dire 126 comités sur 178. Et aussi, si on ne considère pas les organisations affiliées, parce qu'on sait que les organisations affiliées sont externes de l'ICOM et pas toutes les organisations sont intéressées dans les processus, seulement pour les comités de l'ICOM, on a presque 77% des participations. C'est vraiment très, très haut. OK. Alors, qu'est-ce qui passe-t-il maintenant? En tant que membre, nous voulons vraiment recommander que les membres puissent commencer et rester impliqués dans les discussions pour promouvoir les votes à Prague en faveur d'un changement de la définition. On a maintenant encore quelques semaines et c'est très important que les comités, surtout les comités nationaux, mais aussi les comités internationaux, puissent être en communication avec les membres pour vraiment discuter cette vote. Les membres peuvent contacter leur comité aussi pour faire part de leur position concernant les votes. Et c'est important de dire que maintenant, le vote sera simplement pour ou contre la nouvelle définition. Et donc, le vote à Prague sera si on approuve ou on n'approuve pas cette nouvelle définition qui a été construite par ces processus très participatifs, très ouverts et vraiment très, très intense entre tous ces comités qui ont été et qui ont vraiment été intéressés en participer. Les prochains, Laura? Bruno, actually, maybe you can just mention, because we've received in other webinars, the question about who gets to vote, to let everybody know. OK. Qui peut voter? C'est ça qui Laurent m'appelle l'attention. En fait, dans ces processus, chaque comité national et comité internationaux, ils ont 5 votes au total et les alliances régionales, je pense, sont 3 votes et les organisations affiliées 2 votes chaque. Donc, ils ne sont pas les membres qui vont voter directement. C'est pour ça que c'est très important la participation des membres pendant ce moment avant la conférence générale, parce que les comités doivent être informés de la préférence, de la position de leurs membres pour voter. Ces 5 votes, généralement, doivent représenter la volonté des membres. On vote en représentant ce que nos membres veulent de l'ICOM. Donc, c'est très important d'avoir des discussions comme cette discussion qu'on a maintenant, mais aussi c'est très important d'avoir une communication très, très claire avec les membres pour comprendre ces moments. On n'a pas beaucoup de temps pour discuter. On a discuté pendant 18 mois cette définition. On est arrivé à ce terme après beaucoup de recherches, beaucoup de discussions. Donc, c'est pour cette raison que maintenant, on a simplement un vote de oui ou non. Et les possibles résultats, comme vous pouvez voir, c'est oui, on peut avancer, Laurent. Les possibles résultats, c'est si on approuve la nouvelle définition, on a un changement dans les statuts de l'ICOM. Et si on n'approuve pas, on reste avec la définition de 2007. C'est ça la question qu'on va répondre à Prague. Et c'est une question très importante. Beaucoup de nous ont conscience que cette question, cette réponse va déterminer le futur de l'ICOM, mais aussi les rapports entre l'ICOM et ses membres, parce qu'on considère que la nouvelle définition représente bien sûr la majorité
des membres et des comités de l'ICOM. Alors, je vous remercie à mon nom et au nom de Laurent, et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, aux commentaires. Je suis sûr que Juliette est aussi disponible et peut-être veut faire des commentaires parce qu'elle a participé beaucoup dans ce processus. Merci. Merci Juliette, merci à tous. Alors, je vais surtout passer la parole à nos participants qui sont nombreux. Je vous remercie tous. 65 personnes sont dans ce chat. Je crois que c'est un chiffre ça prouve, ça indique qu'il y avait besoin de le faire et que vous aviez envie qu'on ouvre cette discussion. Je vais remercier Bruno pour sa présentation, bien sûr. Elle est toujours très précise, très complète et elle indique, je crois, retenez-le pour la suite de la discussion que nous allons avoir maintenant, où nous en sommes et ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et c'est ça qui est important. Donc, vous l'avez entendu, il reste une définition après un processus où il y en a eu il y a eu des très nombreuses propositions, puis 5 propositions, puis 2 propositions soumises au vote du Conseil consultatif qui en a retenu. Il y en a donc une, et c'est celle-là qui est soumise au vote des membres. Soit elle est votée par les 2/3 des membres, soit elle n'est pas votée par les 2/3 des membres, et dans ce cas, on reste sur la définition de 2007. Il est important que ceux qui sont dans ce chat le comprennent. Pardon, Bruno, de répéter ce que tu as déjà dit, mais je crois important de le dire. De ce que je retiens de ce que vous dites dans le chat en ce moment, et vous êtes nombreux à apporter quelques commentaires, et peut-être c'est aussi un complément que je vais donner pour ceux qui sont arrivés plus tardivement. J'ai commencé par rappeler le processus que Bruno a lui-même bien décrit, en disant qu'il y avait eu un travail intense et considérable qui avait été fait pendant 3 ans, quasiment 3 ans, plus que 18 mois en fait, puisque, enfin, disons 2 ans, et c'est un travail tout à fait considérable, et ça a été en fait un travail dont on peut dire que l'originalité, c'est sa méthodologie, c'est-à-dire que l'approche méthodologique a été essentielle dans le processus. Il a été choisi et décidé de construire une méthodologie qui permettait d'associer le plus grand nombre possible de membres de l'ICOM via les comités nationaux. Donc, je tiens à le dire, c'est important pour moi de vous le dire, ce n'est pas la définition d'un groupe de travail, c'est la définition issue d'un processus de consultation, et de consultation y compris dans les phases finales, c'est-à-dire y compris sur les définitions, qui se formaient au fil du temps. Ce choix très important à retenir pour vous d'une méthodologie avait pour objectif, ou en tout cas a eu pour effet, je crois que c'est important de le dire, de réapporter une harmonie sur cette question de la définition à l'intérieur de l'ICOM. Vous vous souvenez, certains d'entre vous qui sont dans le chat et que je vois et que je connais se souviennent du climat d'extrême tension dans lequel nous avait laissé la situation à Kyoto. Nous-mêmes, Comité national français, étions extrêmement demandeurs d'une remise à plat du processus sur la nouvelle définition. On n'était pas d'accord avec ce qui avait été proposé. Vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent. En tout cas, on peut dire que d'ores et déjà, ce processus aura apaisé la discussion à l'intérieur de l'ICOM, et qu'on a retrouvé une harmonie. Je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions, mais il faut que les règles du jeu soient claires. Il n'y a pas matière aujourd'hui dans ce chat et dans cette discussion proposer une autre définition. La réunion vise à vous éclairer, grâce à Laurent et à Bruno qui ont piloté ce travail pendant des mois et des mois, sur le comment
on est arrivé à cette définition, le pourquoi on est arrivé à cette définition, et à vous aider à formuler votre positionnement dessus. Il y a peu de votants, hein, puisque ne votent que les personnes qui ont des mandats de vote, 5 par comité national, par comité international, 3 par alliance et 2 par organisation affiliée. C'est important que vous l'ayez en tête. Ce que je retiens dans ce que je vois dans le chat, au fond, ça rejoint, je le dis, puisque Bruno, tu m'offres la possibilité, je te remercie, d'apporter un commentaire. Les questions que vous posez, d'après ce que je vois dans le chat, elles tournent autour de questions que moi-même aussi, je me suis posée au moment où on a débattu des termes et de la méthodologie. La première question que pose Rachel, c'est pourquoi on dit un musée plutôt que le musée. Donc, Bruno va peut-être s'en expliquer parce que c'est un débat et ça a été un grand débat. Ensuite, il y a des mots. Il y a des mots qui, pour nous, en tout cas francophones et en français, ont une résonance qui plaisent à certains et qui déplaisent à d'autres. Ça, c'est clair, qui sont donc des mots qui restent des mots sur lesquels on n'aura pas tous, on ne sera pas tous d'accord. Il y en a un que Émilie Giard vient de souligner. Merci à la personne qui a le micro ouvert de le faire, mais de le souligner. C'est comment par quel mot on traduit ce qui tourne autour de la place dans le musée, du plaisir, de l'émotion ou du divertissement. Voilà un mot que nous avions auparavant, ce mot qui semblait un peu vieillot de délectation. Tout le monde a pensé que délectation était un mot qu'il fallait moderniser, pas supprimer. Par quoi fallait-il le remplacer? Le débat a été très intense. Beaucoup de gens prônaient le mot de plaisir. Ce mot de plaisir était choquant pour d'autres parce que les musées, par exemple, qui sont des musées de mémoire, le musée de la Shoah, par exemple, en français, on ne peut pas dire qu'il est là pour apporter du plaisir. Le mot de divertissement, je partage l'avis d'Émilie Girard, il donne une dimension qui est restrictive. Donc, le mot idéal est difficile à trouver. Et la définition idéale est difficile à trouver. On ne trouvera pas une définition idéale, parce que ça n'existe pas une définition qui plaît à 100% des gens. J'avais plutôt proposé le mot d'émotion, qui était aussi relativement traductible, mais vous l'avez compris, le processus a été un processus participatif où tout le temps, on a demandé l'avis des gens et les gens ont été appelés à s'exprimer. Et les gens qui se sont exprimés ont donné ces termes-là. Et donc, vous avez là le résultat d'une expression de gens qui ont été consultés. Vous avez tous été consultés, tout le monde a été consulté, tous les membres ont été consultés. Certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Et il est clair que ceux qui ont répondu voient leur réponse dans ce que vous trouvez aujourd'hui. Voilà. Donc, j'apprécie aussi tous les commentaires parce que je les trouve positifs, je les trouve utiles, je les trouve importants et je crois qu'il faut ouvrir le débat maintenant. Je passe la parole à ceux qui le souhaitent, lever la main dans le chat. On est nombreux. Soit vous levez la main dans le chat, soit éventuellement, je m'autorise à modérer ce débat en reprenant un certain nombre de choses que je vois apparaître dans les questions que vous posez là. Par exemple, pourquoi on est passé du singulier au pluriel? Un musée, le musée, les musées, peut-être Bruno, peut-être Laurane, vous pouvez rappeler les termes du débat et des débats que nous avons eus sur ces questions-là. Bruno, je peux te laisser intervenir sur ce sujet qui a l'air de prendre beaucoup de place dans le chat. Oui, on a une main soulevée, mais je vais commenter très rapidement sur ce sujet. On a beaucoup discuté sur les deux choses qui sont connectées, l'utilisation d'un musée au lieu de les musées et aussi l'utilisation du pluriel dans les deux dernières phrases.
Ça a été une décision à partir d'une grande discussion une intention, je pense que je peux dire ça, sur une définition qui était plus ouverte, dans le sens que si on a une première phrase, c'est impératif parce qu'elle est dans le singulier, et ça a été discuté juridiquement, ça a été vraiment la recommandation qu'on a eue de notre collègue de l'IAC, que si on a une phrase qui est au singulier et elle peut être utilisée dans les législations de différents pays, c'est important de ne fermer pas la définition et de laisser les deuxièmes phrases au pluriel pour vraiment dire que tous ces éléments qui sont dans ces phrases, ils ne sont pas obligatoires pour les musées. Tous les musées ne doivent pas avoir tous ces éléments, mais ils peuvent vraiment avoir un autre. Et c'est pour cette raison qu'on a utilisé. C'est une question grammaticale aussi, mais aussi juridique, qui nous a fait décider pour cette ouverture et pour l'utilisation du pluriel. Sur divertissement, ça a été vraiment une très, très grande discussion, comme Juliette a expliqué, une discussion surtout dans les groupes de travail linguistique d'espagnol et des français, parce que vraiment, les termes enjoyment en anglais, il n'a pas une très bonne traduction. Même au portugais, dans mon pays, on a cette discussion et on a décidé une autre chose, parce que c'est très difficile de traduire ces termes, mais c'est un terme, comme Laurent nous montre dans la diapositive, c'est un terme qui a été proposé par 67% des comités. Donc, c'est vraiment important pour les comités et c'est pour cette raison qu'on a les maintenus. Mais en même temps, la traduction au français pour délectation, ça a été très problématique selon les membres francophones. Et pour cette raison, on a discuté beaucoup. Surtout, on a considéré les trois mots divertissement, plaisir et émotion. Mais à la fin, on a décidé, et je dis on a décidé, mais en fait, ça a été les comités francophones à décider pour divertissement dans cette proposition. Vous pouvez voir là, plaisir et divertissement avec 64% exactement. Donc, dans consultation 3. Donc, il a été je pense que les plus hauts dans la dimension expérience. Et c'est pour ça qu'on a les gardés. Laurent, do you want to say something? Yeah, I would love to say something, and you can translate for me. Basically, there were many reservations with the concept of pleasure or enjoyment or entertainment, which came up a lot in the words, but this is what the data reveals. The museums find this component very important. And so we had to find the best term possible to encompass that degree of wanting the museum to serve as a place that also provides enjoyment in this day and age. So it's a concept that maybe some people don't like, but a lot of people do like and do want to see present. Dans un certain moment, on a pensé vraiment que si un terme n'avait pas de traduction parfaite, on ne veut pas considérer ce terme dans une définition. Mais ce que Laurent dit, c'est que vraiment, en raison des données qu'on a reçues, et 64%, c'est vraiment significatif. Ça veut dire que les comités veulent cette dimension, pas exactement les mots, mais les concepts, l'idée que les musées puissent générer des divertissements ou des plaisirs. On a préféré le divertissement, mais vraiment, il n'a pas un terme parfait. Mais de toute manière, c'est ça, il a quelque chose à voir avec ce que je disais avant sur l'impératif. Le fait que la phrase c'est au pluriel, nous donne une idée qu'il y a des musées qui peuvent produire les divertissements, il y a des musées qui ne sont pas compromis avec les divertissements. Donc, c'est quelque chose qu'on doit aussi considérer. Je sais qu'on a quelqu'un qui veut faire une question ou commentaire, peut-être. Je veux que quelqu'un lève la main, je vais lui passer, je vais vous passer la parole tout de suite sur ce terme de divertissement. Je ne suis pas étonnée, Laura, mais vous n'êtes pas non plus que dans ce chat aujourd'hui, que dans cette discussion aujourd'hui, ce soit une question qui apparaisse beaucoup. Vous savez que moi-même,
j'ai beaucoup soulevé d'interrogations sur ce mot-là. C'est à la fois la grandeur et le risque de la démocratie et de la consultation directe. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Est-ce que je peux passer la parole Il y a à la personne qui lève la main? avec la main. Oui, il donc c'est moi, c'est Anne Oui. Coringean de ICOM Belgique, musée universitaire. Voilà, donc j'ai participé à différents moments de la consultation. D'abord, je voulais vous remercier, donc c'est formidable, hein, vous avez fait un travail incroyable et en fait, ça nous implique, ça m'implique, donc voilà, merci beaucoup. Et alors, je reviens sur le mot divertissement. Donc, c'est vrai qu'un musée universitaire n'est pas nécessairement divertissant, mais néanmoins, le mot, en tous les cas, émotion, nous, il fait partie des thématiques de notre musée. Donc, ça ne recouvre voilà, pas directement cette notion-là, bien que. Et alors, je me demandais, ça m'étonne que le mot joie ne soit pas sorti. Parce que, en fait, la joie est voilà, une émotion, mais qui peut être pas nécessairement divertissante, hein, dans le sens apporter du plaisir immédiat, mais en tous les cas, je pensais au musée de mémoire que vous évoquiez, mais je pense qu'on peut avoir une immense joie de ressentir des choses, d'être ému par des choses, d'être pris profondément, en fait, par des sujets qui sont même très lourds à porter. Et je crois qu'il y a vraiment là une spécificité de notre travail muséal, en fait. Voilà. Donc, et c'est pas la joie, c'est pas la même chose que le plaisir et que c'est pas la même chose que le divertissement. Et maintenant, je comprends très bien que ce mot-là soit arrivé aussi dans votre consultation. Et en effet, il y a vraiment un problème linguistique. On ne retrouve pas le mot enjoyment ne se traduit pas, hein, en français. Voilà, et divertissement, bon, amusement, on n'est pas des parcs d'attractions non plus, hein, où là, le mot divertissement est plus présent. Voilà, c'est juste une remarque, mais ça ne remet évidemment rien en question comme voilà, Juliette l'a dit, c'est un processus démocratique et donc c'est en soi très intéressant aussi que ce mot-là soit sorti. Donc, mais moi, je travaille avec cette question d'émotion et la joie est présente et je souhaite qu'elle le soit dans mon musée. Voilà, merci. Merci beaucoup hein, de cette remarque. Pardon, Bruno, c'est moi qui réponds, mais je vais bien sûr tout de suite te laisser reprendre la parole. Le mot joie, il n'est pas apparu. Hein. Je peux me tromper, Bruno va peut-être le dire. Ce mot joie n'est pas apparu. En revanche, le mot émotion est apparu et moi, je l'ai beaucoup porté. Il n'a pas été majoritairement retenu. Encore une fois, le principe le principe retenu qui a été de consulter fait que ceux qui répondent, c'est leur choix qui est retenu. Et que ceux qui ont des bonnes idées mais qui ne les expriment pas ou tardivement ne les voient pas apparaître. C'est juste pour vous dire, joie, c'est un très beau mot, mais il n'est pas sorti. Donc, il n'y a pas de regret à avoir à ce stade, vraiment, enfin, sauf à ce que Bruno dise le contraire. Sur délectation, je vois plusieurs d'entre vous qui le regrettent. Je fais partie de ceux qui le regrettent, donc je ne peux pas ne pas vous donner raison, mais il avait été vraiment bien avant même qu'on ait ce débat sur la définition du musée au sein de ce groupe de travail. Moi, j'entendais dans la communauté française, en tout cas des musées, dire que ce mot de délectation était vraiment trop désuet et qu'il n'était compréhensible que par des plus anciens. Donc, je crois que fallait le remplacer par quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bruno, veux-tu ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, c'est parfait. En fait, comme vous pouvez voir, c'est difficile d'avoir un consensus sur ces mots et ça a été la même chose dans notre comité parce qu'on avait des membres francophones qui préféraient émotion et d'autres qui préféraient plaisir et d'autres qui préféraient divertissement. Donc, ça a été une très grande
une très grande discussion et c'est que ça a été déterminant, c'est que dans les dernières consultations, je pense qu'à la consultation 4, les définitions qui ont été plus votées ont utilisé divertissement. Et c'est pour cette raison, la définition A utilisait plaisir et la définition B, qui a gagné dans les consultatifs, utilisait divertissement. Donc, on a respecté la volonté des membres parce que dans la fin, ça a été vraiment la préférence, ça a été vraiment les éléments plus importants pour considérer dans ces contextes. Vous pouvez voir là, plaisir dans la phrase « Les musées opèrent d'une manière professionnelle, éthique et durable et défendent l'éducation, des réflexions et des plaisirs dans la proposition A et divertissement était dans la proposition B. » Donc, ça a été utilisé différemment pour cette raison, pour tester les mots dans les propositions et les consultatifs nous ont répondu de cette manière. Je voudrais commenter aussi, il y a des questions sur les définitions des mots. Par exemple, quelle est la définition d'inclusif? Je comprends que c'est compliqué de définir. On n'a pas vraiment... On a discuté peut-être la nécessité d'un glossaire à être produit dans le futur par l'Icondefine. On ne sait pas vraiment si cette définition est approuvée, si on va continuer ou non. Mais de toute manière, on n'a pas vraiment fermé une définition de termes spécifiques parce qu'en fait, les termes ont de différentes nuances dans les différents pays. Par exemple, inclusif et accessibilité, et accessible, ils sont très proches, mais en même temps, ils ont des différences. Si on observe, par exemple, l'utilisation de termes en Amérique latine, si on observe en Europe. Donc, on a maintenu les termes qui ont fait on descend pour les différentes personnes, pour les différents comités, mais on n'a pas vraiment entré dans les discussions sur la définition et la définition plus précise des inclusifs. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions et il y a beaucoup de productions théoriques, surtout sur ces termes, mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, on a ici une approche flexible parce que on n'a pas besoin de donner des sens spécifiques maintenant, mais de savoir surtout que c'est un terme important pour la définition des musées et pour les membres de l'ICOM. Globally. Oui, globalement. Pour tous les professionnels des musées, les musées utilisent ces termes. Donc, ce sont des termes importants, surtout pour les musées dans les présents. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Le mot culturel n'est pas présent. OK. Oui, les culturels, ça a été aussi très, très discuté dans les groupes parce que, comme vous savez, dans la proposition A, c'était la unique proposition qui faisait cette différence entre culturel et naturel dans le patrimoine. Ça a été problématique pour nous parce qu'on avait une résistance dans notre comité. Il y avait des gens qui voudraient vraiment les termes naturels et culturels et d'autres qui n'avaient pas. En fait, naturel est un terme qui n'a été pas beaucoup voté dans les consultations. Il était un terme qui était très, très bas en termes de pourcentage. 8%, seulement 8% des comités ont suggéré ce terme, mais en raison de la nécessité d'utiliser culturel, il a été utilisé dans la proposition A. Ça a généré beaucoup de discussions parce qu'en termes de patrimoine, quand on fait une division entre culturel et naturel, ça c'est quelque chose de très occidental. Et par exemple, les gens en Asie, dans des pays asiatiques, ne considèrent pas les patrimoines dans ces termes. Donc, c'est une division qui n'est pas vraiment universelle. Donc, beaucoup d'entre nous ont considéré que ça a été problématique d'utiliser culturel et naturel. Et donc, on comprend en général que, comme dans l'utilisation dans la proposition B, que quand on parle simplement de patrimoine matériel et immatériel, ça suffit. Et on comprend que les naturels et les culturels sont intégrés dans ce concept des patrimoines. C'est ça la réponse. Oui, je sais qu'il y a quelques... oui.
mais c'est Karati. Karati, oui, c'est parce qu'il n'arrive Oui. pas à prononcer mon nom, c'est pour ça. D'accord, bonjour. Non, oui, moi je rejoins votre groupe, je suis depuis à l'instant, je veux dire, moi je suis rentré dans votre communauté très récemment, et donc je regrette de ne pas avoir pu participer à cette discussion. Je trouve très intéressant le fait sur la question du divertissement, j'ai soulevé aussi le problème, et je pense que de ce point de vue-là, les étymologies sont très utiles. Après, quand on a une définition qui a une valeur absolue, ben on peut, par exemple, dans le cas de la définition française, recourir au dictionnaire. Je ne suis pas du tout un tenant de la question, enfin de classer des termes en archaïsme ou autre, parce que je trouve que c'est limitatif par rapport à la pensée. Et justement, en plus, ce que je trouve bien dans cette définition, un petit peu atténuée ici, c'est que je vois apparaître la question de réflexion. Effectivement, comme vous l'avez compris, j'aurais aimé voir apparaître la question de l'expérience de la pensée, parce que le musée, c'est l'expérience de la pensée. C'est une question qui se pose dans notre société, dans nos sociétés actuellement, sur à peu près toute la planète. C'est une expérience qu'on rencontre de moins en moins facilement. Le musée, c'est l'emplacement idéal pour cela, et encore plus quand c'est un musée d'art. L'art, c'est une pensée, c'est l'expression d'une pensée. Si on se retourne à la période de la Renaissance, c'est absolument considérable, par exemple, mais aussi dans l'art contemporain. Et la question du partage de la connaissance, qui est aussi une notion très intéressante. Moi, j'aurais préféré la conquête des connaissances, conquer en anglais, et voilà, qui aussi peut se traduire, parce que c'est une notion, je crois, très motivante. Mais bon, voilà, c'est juste pour un petit regret, j'ai envie de dire une réaction a posteriori, on va dire, mais simplement, je voulais exprimer cela. Pour apporter juste, pas du tout une réponse, mais un commentaire à notre dernier commentaire et à notre nouveau venu dans la communauté d'ICOM, bienvenue. C'est un lieu, comme vous le voyez, où on réfléchit beaucoup. Je crois que pour ceux d'entre vous qui participent aujourd'hui et qui, depuis des mois, des années, ont suivi un petit peu ce débat sur la définition des musées, notez et relevez une chose que je trouve importante, c'est que vous revoyez apparaître dans la première phrase de cette définition la notion d'un musée comme institution permanente, d'un musée comme institution permanente à but non lucratif au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte et la conservation, qui sont des données qui sont apparues dans les enquêtes qu'on a faites comme essentielles et qui étaient précisément ce qui avait posé, qui avait clivé il y a 3 ans. Donc, je veux aussi que, pour ceux qui nous écoutent, vous ayez des clés de lecture, des clés de lecture positives de cette nouvelle définition telle qu'on vous la propose, c'est-à-dire ces notions que notre dernier intervenant indique comme étant les fondamentaux du musée, on les retrouve dans la définition. Moi, je sais que cette question du divertissement est une question. On le sait. Disons que la majorité a tranché en faveur de ce mot. C'est un sujet de débat. On l'a absolument tous en tête. Je crois qu'il faut avoir en tête que la définition qui vous est proposée là marque quand même malgré tout un grand retour aux fondamentaux du musée, et je tiens à le dire pour ceux qui ont des questions à ce sujet. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous avez posé la question évidemment sur le mot inclusif qui dans notre vocabulaire est souvent redondant avec le mot d'accessibilité. Mais je crois qu'on peut dire, Bruno et Laurent le diraient mieux que moi, que le terme d'inclusif a été plébiscité. Donc, en traduction, on peut avoir le sentiment d'une redondance, mais nos collègues de par le monde l'ont plébiscité. Donc, je crois qu'il faut entendre ce message comme il a été prononcé. Je dis encore, pour donner des éléments de lecture, enfin de réflexion et de lecture, qu'on voit apparaître la notion d'éthique
Et dans cette définition, ce que je crois très important, Bruno l'a souligné au début, mais je crois que c'est important de le dire, et la notion de professionnel, opérer de manière professionnelle, le fait qu'à ICOM, nous soyons une organisation de professionnels de musées est quelque chose qui tient au cœur d'un certain nombre d'entre nous. Et je crois que c'est important de voir que la majorité a réintroduit cette notion dans cette définition. Donc, c'est des éléments que je crois importants de vous montrer. Pour que vous les ayez en tête pour ceux d'entre vous qui finalement se connectent aujourd'hui sans avoir forcément participé à tout le processus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez? On a M. Rouget avec la main soulevée, oui. Oui, bonjour Michel. Michel Rouget, oui. Michel, la parole est à vous, mais je crois que vous avez enlevé votre micro. Oui. Non. Michel, sans micro, ça marche moins bien qu'avec. Non, pas du tout. D'accord. Bon, c'est mal. Vous n'y arrivez pas? Bon. Donc, dans le chat, Michel s'exprime dans le chat. Je veux aussi dire à ceux qui écrivent dans le chat que bien sûr, toutes les remarques que vous formulez sont importantes, sont intéressantes et on les conserve, bien sûr. Michel est en train d'écrire. On attend la remarque de Michel, peut-être. Il parle de la tendance politique pour le vote, plutôt pour le changement ou plutôt pas pour. Ça, c'est une question très, très importante, oui. Parce qu'on espère vraiment, nous savons que la question de la définition du musée a été très, très politique pour les camps pendant ces dernières années. Et dans une certaine manière, on espère que ça n'était pas vraiment un problème à Prague, parce qu'on a besoin, comme une organisation, d'avancer dans le temps et de discuter d'autres choses, de faire d'autres choses. Nous sommes certains que ce processus ne va pas recommencer si les membres votent non. On va rester avec la définition de 2007, mais ça signifie aussi qu'on n'a pas complété vraiment ce processus qui a commencé à beaucoup de temps, je veux dire au moins en 2016, quand a été créé et proposé un nouveau comité permanent pour la définition du musée. Donc, c'est un processus très long et comme vous avez vu, il a vraiment été participatif pendant ces 2 dernières années. Donc, on espère vraiment que les comités votent avec conscience que c'est important de fermer ce sujet dans les camps. Mais oui, vous avez raison que c'est un thème très, très politique. I'm just going to add something and you can help me out. The term we've been using is cautiously optimistic. But with that said, oui. We have been in several webinars already, ICOM Spain, international committees, one in English, and we now have another one in Latin America on Thursday. And in general, the response has been very positive. People in general are very happy with this. So we are hoping that we haven't received much pushback. We received one email so far that was of any import, and it was just an individual. So things are looking good. But at the same time, we do need 2/3 of the vote. So maybe you can translate for me, Bruno. Je vais essayer de traduire. En fait, on a vu beaucoup de supports à cette définition. On a déjà fait de webinaires avec l'ICOM Spain, mais aussi avec les comités internationaux. Beaucoup de comités internationaux ont organisé un webinaire aussi en anglais. Et on va faire encore un autre cette semaine pour l'Amérique latine. Et en général, on a eu beaucoup de réponses positives, beaucoup de gens qui considèrent que c'est vraiment une bonne définition qui peut être votée positivement.
Et tout ça, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes Korea and cautiously also optimistic. And Korea Pardon. and in Asia. Korea and Asia and Et Asia-Pacific. aussi, So, oui, et aussi dans la semaine passée, on a eu une conférence, une table ronde en Corée, en Seoul, pour discuter avec les membres d'Asie, beaucoup de représentants du Comité national d'Asie. On était présents pour discuter la définition et aussi la réponse a été positive. Donc, nous sommes optimistes avec les résultats positifs, mais nous savons que, surtout pour nous qui ont expérimenté les débats à Kyoto, nous savons que c'est très, très compliqué, les processus politiques de l'ICOM. Donc, on va voir. Oui, je ne sais pas si Juliette peut ajouter quelque chose. Oui. Je partage cet élément de réponse, cher Bruno. Je crois qu'on voit un grand intérêt pour le processus de définition. On l'a dit tout au long de cette réunion aujourd'hui, une participation très importante des membres de l'ICOM tout au long des consultations. Des prises de position, des discussions, des débats, donc un vrai intérêt. Maintenant, savoir comment les gens votent, c'est difficile de le dire. En plus, il y a des inconnus. On va avoir pour la première fois une conférence générale à la fois hybride, à la fois présentielle et sur Internet. Il y a beaucoup plus de votes sur Internet, on le voit bien, il y a plus de participation, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes modes de participation. Donc, c'est vrai que Bruno et Laurane disent leur optimisme. Tout le monde a souligné la grande qualité du travail du groupe, l'intensité du travail du groupe, le sérieux du travail du groupe. C'est des éléments qui, évidemment, se disent et se savent. Voilà ce qu'on peut peut-être dire à mois date à date du vote. Peut-être allons-nous, sauf s'il y a encore beaucoup de questions, clôturer notre séance qui était prévue pour durer 1 heure. Donc, on est au terme de cette heure. Vous êtes presque 60, on est en plein mois de juillet. Donc, je pense que là encore, c'est le témoignage d'un vrai intérêt sur cette question de la définition du musée. Merci à tous, merci à Bruno et à Laurane. Soyez convaincus, tous ceux qui ont participé, que toutes les discussions que nous venons d'avoir ne sont pas des discussions inutiles. Elles sont écrites quand vous les avez mises dans le chat. Nous avons enregistré ces débats. Je crois que c'est extrêmement important de vous remercier d'avoir été là et moi-même, je remercie Bruno, Laurane et puis pour l'équipe d'ICOM France à Paris, parce que comme vous le voyez peut-être avec l'arrière-fond, moi je ne suis pas à Paris aujourd'hui, et Antoine qui assure toute l'organisation logistique de cette session. Merci à vous tous. Continuez bien sûr de poser vos questions si vous le souhaitez pendant ce mois à venir. On les retransmettra à Laurane et à Bruno au fur et à mesure. Bruno et Laurane, un dernier mot pour clôturer cette séance? Oui, simplement pour remercier à toutes et à tous pour les commentaires, la participation et les questions qui ont été très, très intéressantes et vraiment les supports de l'ICOM France pour ces processus. C'est vraiment important. On a beaucoup parlé sur ça dans l'ICOM Défine, que c'est important pour nous d'arriver en Prague avec un consensus, au moins un support général pour la définition, pour ces changements, que c'est très important pour nous et vraiment pour l'union au sein de l'ICOM, après beaucoup de temps de discussion pendant lesquels on a été séparés et finalement nous serons ensemble à Prague et j'espère de vous revoir là-bas et aussi de discuter un petit peu la définition, mais surtout de discuter les futurs de l'ICOM avec cette nouvelle définition. Donc, merci beaucoup et merci à l'organisation de l'ICOM France.
Peux-tu rappeler la date Oui. de la table ronde à Prague? Les 24. L'heure et la date de la table ronde. On a une table ronde qui sera hybride, sera aussi sur l'Internet pour discuter les processus aussi avec les quatre représentants de l'ICON Défine qui vont parler sur les processus, la méthodologie et les résultats aussi dans les 24 dans les matins. Laurent, je pense que oui, parce qu'à l'après-midi, on va avoir les résultats déjà. Donc, ça sera tout dans le même jour, les 24 d'août. Merci. Laurent, un dernier mot. If you speak in English, everybody listen to you and understand what you I just thank everybody very much. And we'll see everybody hopefully in Prague. Hopefully we'll be celebrating. Thank you so much, Juliette, and everybody else for your participation. And ICOM France, thanks guys for helping us out here. So, merci beaucoup. Hello, everybody. Bonne fin de journée, bonnes vacances pour ceux qui Bonne journée à entraînent. tous. Au plaisir de vous retrouver à Prague. À bientôt.